La route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Le 2 février 1945, quand Colmar a été libéré, j'avais 17 ans. Et j'habitais rue du Logelbach, au 32. Et je me souviens que le matin du 2 février 1945, on a senti dans l'air, dans le bruit extérieur, que les événements commençaient à changer. Cela faisait 3 mois que j'étais caché dans un garage au fond d'une fosse de réparation de véhicules. Juillet 1944, on est parti la rage au cœur. On sentait que ça se terminait, et malgré ça, on était obligé de partir en Allemagne. On s'est retrouvé donc à Leipzig dans une batterie dans une caserne qui était concernée par l'armée aérienne. Après les classes, nous avons été versés dans une batterie anti-aérienne de 105. Après, nous avons eu un ordre de départ pour le front russe. C'était donc un ordre de départ effectif, mais on devait avoir donc, si vous voulez, avant le départ au front, on devait avoir une permission qui nous permettait de revoir la maison avant de partir. Et une partie de la compagnie, nous étions 100 Alsaciens et 100 jeunes de Cologne, qui étaient relativement fanatiques. Et une partie de la compagnie était déjà partie donc en permission, et à ce moment-là, nous étions donc rassemblés pour partir à la gare de Leipzig, avec tous nos valises sur les quais de la gare, et là, effectivement, au bout d'un moment, on entend le chef de compagnie qui dit non, terminez les permissions. Les Alliés sont à Saint-Dié, donc plus question d'aller en permission en Alsace, c'est fini, terminé, nous partons directement pour la Prusse. Moi, je vois un copain, je lui dis, écoute, Marcel, pas question pour nous de partir, sinon on ne rentrera pas. Il me dit, oui, mais il faut récupérer les valises. Je dis, arrête, si on va les farfouiller les valises, le type va comprendre qu'on veut, ça y est, on laisse tout sur place et on file avec le train. Et à ce moment-là, il y a le train qui rentre en direction de Fulda. Là, j'ai dit à Marcel, hop, on va prendre le train. Il me dit, bah, discute pas, on fout le camp. On avait nos permissions en poche, plus ou moins signées, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et au moment où le train démarre, hop, je pousse mon Marcel dans le train et on prend le train pour Fulda. Arrivé à Fulda, je lui dis, écoute, ils vont nous rechercher peut-être dans ce train-là, il faut sortir. Et on est sorti du train, et à ce moment-là, il y a une alerte aérienne qui sonne, qui siffle, les sirènes. Et je lui dis, hop, on descend dans une cave, et on est resté là jusqu'au matin dans la cave. Le lendemain matin, je dis, hop, on file, et on rentre chez nous. Et effectivement, nous avons pris le train, nous avons été contrôlés à l'époque par les fameux géants qui nous foutaient une grande terreur, qui étaient les feldgendarmes. Mais nos permissions étaient en ordre, donc il n'y avait pas de problème. Et nous sommes arrivés à Rastatt. Là, évidemment, les choses ne se sont pas arrangées, parce qu'il n'y avait plus de train. Les chasseurs bombardiers alliés bombardaient les voies ferrées, les trains qui passaient, donc il n'y avait plus rien. Nous avons donc réussi, en faisant de la marche à pied de Rastatt, en faisant d'un camion de temps en temps jusqu'à Strasbourg, après un autre camion jusqu'à Erstein, et ainsi de suite. Et il était 3 heures du matin quand je suis rentré. 3 heures du matin, je rentre chez moi, rue du Logelbach. Je rentre par le toit pour ne pas faire de bruit. Personne dans le quartier ne m'avait vu. Je rentre par les toits parce que c'était un petit peu mon passage pour aller sortir les soirs. Et je monte au premier étage. J'entends personne dans la maison. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et je monte donc à la chambre à coucher de mes parents. Je frappe à la porte et j'entends la voix de ma mère qui dit, qui est là, qui est là. Ben, je dis, c'est moi. Ben, d'où tu sors? Tu te rends compte? On ne savait rien. Ben, j'ai dit, oui, oui. Ben, j'ai dit, écoute, j'ai fichu le camp. Il faut que j'essaye de me cacher. J'ai dit, mais où est-ce qu'il est, papa? Ben, il dit, ben, ton père est à Murnach en train de faire des tranchées de Schanza du côté de Murnach. Bon. Alors, je dis, écoute, il faut que je me planque, parce que peut-être ils vont venir me chercher, certainement.
Et alors j'ai cherché où je pouvais me cacher, mais il n'était pas question de rester dans la maison. C'était trop dangereux parce qu'il n'y avait pas d'endroit vraiment. Et après j'ai réfléchi, je me dis tiens, dans le garage, il y a une fosse là-bas, je vais essayer de voir ce qu'il y a. Et alors j'ai trouvé effectivement ce garage. J'ai ouvert cette fosse qui était recouverte de grosses planches. Je me suis installé des planches avec des caisses de bière, un matelas et avec des bougies. Et je suis resté caché donc 3 mois là dans cette fameuse fosse en question. Je suis sorti de mon trou le matin de bonne heure parce que j'étais au fond d'un garage et j'ai voulu me rendre dans notre immeuble principal. Et en montant l'escalier, à la porte d'entrée, j'entends un bruit de voix. J'entrouvre une toute petite fenêtre qui est là à la porte et je vois devant notre maison, sous le porche même, 2 soldats allemands et le long du mur, tout un arsenal de anti-chars, Panzerfaust et ainsi de suite, et mes 2 Allemands qui étaient bien équipés également pour faire. Survient à ce moment-là un officier de grade assez important, peut-être capitaine, Hauptmann ou major, relativement jeune, et qui donne à haute voix des instructions à ces 2 hommes au cas où des ennemis arriveraient par la voie ferrée qui est à côté, ou un char parviendrait par là, de riposter et de l'interdire donc le passage. Ensuite, cet officier est parti et il est descendu la rue Peyrimov en direction de la manufacture de tabac. Moi, je me suis dit, tiens, où est-ce qu'il va? Je vais le suivre. Et je suis monté au premier étage et j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu qu'il descendait en direction donc, de la manufacture de tabac de la rue Peyrimov. Arrivé là-bas au bout, vous aviez ce qu'on appelle le restaurant, le Deutsche Kaiser, comme on était dans le temps, qui est à droite, là, au coin, et donc la manufacture de tabac en face. Et là, également, il y avait 2 soldats allemands qui étaient en poste, également le long du mur, toute une kyrielle d'armes anti-chars. Je vois l'officier allemand qui parle avec ces 2 hommes, mais tout d'un coup, les choses se précipitent. Je vois tout d'un coup ces 2 hommes épouvantés par quelque chose et qui fuient vers la rue du Moulin. Mais l'officier en question ne s'est pas démonté. Il a attrapé quelque chose le long du mur qui devait être certainement une Panzerfaust. Il a épaulé et il a tiré dans la direction de la manufacture de tabac vers la route d'Ingersheim. Tout de suite après, l'homme a été projeté contre le mur par une rafale de mitrailleuse. Il avait dû tirer sur un char qui déboutait par la rue des Papeteries et qui arrivait à rue d'Ingersheim. Il a dû louper le char de quelques millimètres. La charge a été explosée contre le mur, mais par contre, le tireur du char ne l'a pas loupé. Cet homme a été projeté donc contre la grille du restaurant et il s'est affalé par terre. Là, alors évidemment, les 2 hommes qui se sont enfuis se sont réfugiés chez des civils. Ils ne voulaient plus rien savoir, des amis que je connaissais rue des Moulins. Et ils disent, camarades, on ne veut plus rien, c'est fini, la guerre, fertig. Bon. Après, comme toujours, quand on est jeune, on est très curieux, je me suis donc propulsé en ville. Et là, effectivement, on croisait des Allemands qui patrouillaient encore, avec l'arme à la bretelle et tout, tranquille, comme si rien ne se passait. Et je suis arrivé donc place Scheurer-Kessner. Là, place Scheurer-Kessner, il y avait un énorme, comment dirais-je, convoi de chars, de Half-Track, qui était stationné là, et parce qu'il y avait eu effectivement des coups durs très importants à côté de la caserne du 4e BCP qui faisait le coin. Et là où il y a actuellement donc le char qui est sur notre système. Et au bout d'un moment, je vois donc des Half-Track, et puis on commandait du chocolat, on commandait des cigarettes, parce qu'on avait été démunis de tout ça. Et j'entends tout d'un coup un commandant de char qui me demande, « jeune homme, est-ce que tu connais bien Colmar ?» J'ai dit « Oui, moi, pas de problème. » Il me dit « Est-ce que tu veux nous conduire ?» J'ai dit « Oui, je ne vois pas pourquoi, il n'y a pas de raison. » Et effectivement, il m'a fait monter dans ce Half-Track, et nous sommes partis de direction de la Sème. Quand on est arrivé en bas de la rue de la Sème, les combats s'intensifiaient. Il y avait des tirs de partout. Il y avait un tireur
sur ce Half-Track qui manipulait une énorme mitrailleuse. Après, j'ai su que c'était une mitrailleuse parce que j'ai fait l'armée après. C'était une mitrailleuse de 50, hein, une 12-7 qu'on appelait, et qui tiraillait un peu à droite à gauche. Et effectivement, il y avait des Allemands qui étaient restés cachés dans les baraques des jardins de la SEM. Et là, alors, le tireur s'amusait à démolir toutes les baraques pour éviter de... De là, nous avons fait à droite pour se diriger en direction de la route de Mulhouse. Quand nous sommes arrivés à la route de Mulhouse, il y avait une barrière, c'est la barrière qu'on appelle la barrière du chemin de fer qui traverse et qui va à Neuvrisac. Bon. Là, il commençait à faire tard le soir, alors les commandants du Half-Track a décidé de se mettre à l'abri pour la nuit. Et effectivement, on a passé la nuit dans cette maison-là, au bord de la route, et il y avait un peu plus loin vers le centre-ville, chez Lich, au virage qui est là, actuellement les Fleurs Lich, il y avait une vingtaine de chars français qui tiraillaient sur le Fronholz. Mais du côté Fronholz, il devait y avoir aussi des canons qui ripostaient. Ça fait que toute la nuit, il y a eu un duel d'artillerie là, jusqu'au petit matin. On entendait tirer partout encore. Hein. On a vu qu'il n'y avait pas place du Champ de Mars. Il y avait un canon anti-char qui avait été là et dont les serments avaient été tués, certainement par l'armée française. Hein. Mais il y avait un tel qu'on a un peu perdu le sens des choses. Vous savez, c'était tellement la Grèce, tout le monde sortait, tout le monde s'est retrouvé dans la rue. Je me souviens que là, chez Meistermann, au coin, il y avait une foule énorme. Hein. Alors heureusement qu'il n'y a pas eu d'incident à Colmar, parce que ça aurait été dramatique. Hein. Ben, effectivement, là, les troupes françaises qui nous ont libérés ont été, comment dirais-je, beaucoup plus parcimonieux de la ville de Colmar qu'ont été quand c'était les troupes américaines qui, eux, étaient effectivement, quand on se place au titre américain, ils ont raison de se défendre la vie des hommes. Et donc, ils ne font pas attention aux biens matériels. Ça fait que c'est pour ça que vous avez des villages qui ont été entièrement détruits, simplement pour que ces messieurs puissent arriver l'arme à la bretelle. Benvir, Mittelvir, tout ça, je l'ai vu par la suite, c'était assez dramatique parce qu'il ne restait pratiquement plus rien. Ben, ça a été une période de notre jeunesse. Notre jeunesse a été évidemment sabotée par les événements, parce qu'on ne mangeait pas sa faim. On était contraints à un service avec un uniforme qu'on n'aimait pas. Chez nous, il y avait un colonel ou commandant des parachutes, qui était je me souviens, il manquait un bras. Hein. Il était stationné chez nous, à la maison, il était en quartier, comme on appelle ça. Et moi, je voulais en découdre, je voulais m'engager. Et effectivement, le commandant me disait, t'es trop jeune, t'es parachutiste, ça ne va pas, il faut... Bon. Alors, j'ai commencé à errer en ville, et effectivement, là, il y avait une liesse populaire qui commençait, tout le monde commençait à sortir, et on a commencé à voir les chars qui déboulaient donc dans le centre-ville, vers chez Meistermann, là, et effectivement, là, bon. Je me suis trouvé également avec quelques copains embrigadés dans un ancien poste de police qui se situait au Champ de Mars. Et là, effectivement, on a commencé à chercher les gens qui avaient plus ou moins collaboré et qu'on collait dans la cave, là, en attendant qu'ils soient jugés, quoi. Après, bon, ça a duré quelque temps, et donc je me suis engagé donc, dans l'armée française, mais étant trop jeune, je n'ai trouvé qu'une seule porte de sortie, c'était la brigade Alsace-Lorraine. Autrement dit, nous étions commandés par un colonel Berger. À l'époque, on ignorait que c'était M. Malraux. Et donc, quelques jours après la libération, je me suis retrouvé à Fegersheim, dans cette fameuse brigade Alsace-Lorraine. Le général Delatte de Tassigny a décidé de renvoyer tous les combattants qui étaient d'origine FTP et du centre France chez eux, parce que leur contrat moral était terminé. Il n'y avait plus un Allemand sur le sol français, donc leur contrat s'arrêtait. Ensuite, le général Delatte de Tassigny nous a transformés à 4e BCP et nous sommes remontés à Germersheim-Speyer, où nous avons fait la traversée du Rhin, derrière les Tabors, qui ont d'ailleurs été très éprouvés, parce qu'effectivement, le Rhin là-bas est très large, et donc après, nous avons traversé la Forêt Noire. Voilà ce qui me concerne la libération. Est-ce que c'est une époque douloureuse ou est-ce qu'on arrive à l'oublier? Non.
On n'oublie pas. On reste marqué jusqu'à la fête.